Nous avons ce soir la chance, le privilège d'avoir avec nous 3 experts sur le sujet de la sédentarité et de la santé cardiovasculaire. Dr Jean-Pierre Després, qui est un doctorat en sciences de l'activité physique, qui est directeur adjoint au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il est également professeur à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Dr Nathalie Almeras, qui a un doctorat en sciences de l'activité physique aussi, une formation aussi en pharmacie. Et elle est chercheure au Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et finalement, Dr Éric Larose, qui est cardiologue interventionniste, qui fait aussi beaucoup d'imagerie et qui est un chercheur clinicien à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, aussi professeur comme Dr Almeras à la Faculté de médecine. Je laisserai chacun d'entre eux vous faire part de leur champ d'intérêt respectifs. Peut-être bon que vous sachiez que les personnes que vous avez devant vous font partie de l'équipe qui, au Canada, est réputée comme étant la plus reconnue dans le domaine de l'activité physique et de activité physique, obésité et tous les sujets qui y sont rattachés. Probablement une des 5 meilleures équipes au monde. Donc, vous avez devant vous des gens qui connaissent le sujet et qui sont passionnés par ce sujet et qui sont aussi très désireux de le partager avec vous. Et ils ont l'habitude de ce genre de séance ouverte, comme vous allez le voir assez rapidement. Alors, je dirai quelques mots sur le déroulement de la soirée, mais avant, je demanderai peut-être à chacun d'identifier en quelques mots ses champs d'intérêt. Dr Després? Bien, si tu me permets, Pierre, le plus vieux et le moins beau des 3 intervenants va vous souhaiter la bienvenue dans un premier temps. On est très content de vous accueillir, les IRSC, à Québec. Alors, au nom de l'Université Laval, au nom de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, au nom de la belle ville de Québec, bienvenue chez nous. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir pour justement discuter de quelque chose qui nous passionne, effectivement, le mode de vie des gens. Et on va garder ça court pour le moment et on va rentrer dans le vif du sujet plus tard. Ça fait 27 ans que je suis professeur et chercheur donc à l'Université Laval et je me suis toujours intéressé donc aux effets délétères de notre mode de vie, d'une alimentation qui n'est pas tout à fait adéquate, de la sédentarité qui conduit à une forme d'obésité dont on va parler ce soir, l'obésité abdominale et donc comme facteur de risque les maladies cardiovasculaires, le diabète. Et ce soir, on va essayer d'équiper l'auditoire d'une boîte à outils, de choses, de concepts, de notions qui, j'espère, vont avoir un impact positif sur votre quotidien. C'est définitivement l'objectif de l'exercice. Alors, bienvenue encore une fois. Alors, je joins ma voix à celle du Dr Després pour vous souhaiter la bienvenue, mais également vous remercier pour cette invitation tout à fait charmante. Et je trouve que, en tout cas, je suis chanceuse d'être avec cette notoriété pour aller de l'avant dans ces concepts-là. Moi, ce que j'ai apporté comme tel dans ce Café des sciences, c'est le côté intervention préventive, le côté comment on modifie, comment on acquiert, comment on maintient de saines habitudes de vie. Et je m'intéresse beaucoup aux aspects autant chez le jeune que chez le moins jeune. Donc, Dr Després parlait d'outils. Alors, je serai là beaucoup pour voir quels sont les outils concrets, quelles sont les façons d'y arriver à changer nos habitudes de vie. Alors, je suis le cardiologue du groupe et j'ai été attiré il y a 8 ans par les travaux initiés à la maison bâtie par le Dr Després et son équipe, qui avait une renommée internationale sur la prévention des maladies cardiovasculaires et des risques associés à la maladie cardiovasculaire. Et comme cardiologue, j'avais trop vu au cours de ma formation de gens qui étaient rendus au bout du rouleau, qui se présentaient en infarctus, en AVC également, en mort subite arythmique. Et je souhaitais pousser plus loin et de voir comment on pourrait prévenir dans le futur ces événements-là. Merci. Donc, maintenant que les vedettes se sont présentées, je voulais juste vous souligner que mon nom est Pierre Boyle. Je suis épidémiologiste de formation. Je suis directeur adjoint de l'Institut de santé circulatoire et respiratoire des IRSC, mais je suis aussi ici comme un citoyen pour qui les changements d'habitude de vie est un défi constant. Donc, j'espère en apprendre au moins autant que vous autres. Alors,
peut-être juste rappeler que on pense souvent aux maladies cardiovasculaires comme quelque chose qui est un peu réglé. Il y a du monde qui pense ça. Pourquoi? Parce que la mortalité par maladie cardiovasculaire a quand même chuté de 54 au Canada au cours des dernières 20 ans. Et ça s'observe dans d'autres pays occidentaux aussi. Maintenant, il est important de comprendre que si on a abaissé la mortalité, pas aussi certain qu'on a abaissé la morbidité, le nombre de personnes malades. C'est une question qu'on a à se poser. Et aussi de voir comment cette évolution s'est faite. Donc, quelle part des progrès peut être attribuable à l'amélioration des soins, des services cliniques, des technologies, et quelle part peut être attribuable à des changements de comportement, d'habitude de vie ou d'environnement. Alors, je laisserai peut-être nos experts répondre à cette espèce de question générale sur où nous en sommes. Donc, les progrès que nous avons faits, à quoi peuvent-ils être attribuables? Et quels sont les principaux défis qui se posent à nous pour les prochaines années? Si tu me permets de démarrer, Pierre, sur justement ta très belle introduction. Effectivement, dans notre combat contre les maladies cardiovasculaires depuis 50 ans, grâce justement au travail de collègues comme le docteur Larose, on a fait des progrès spectaculaires dans notre combat contre la mortalité cardiovasculaire. Alors, il y a 50 ans, moi, si je faisais un infarctus ce soir, parce que ça peut arriver, hein, il est toujours un petit... on ne sait jamais ce qui peut se passer. Les procédures seraient bien différentes de ce qu'elles seraient si ça m'arrivait dans les minutes qui suivent. Probablement qu'à l'intérieur d'une demi-heure, je serais déjà dans les mains du docteur Larose à l'unité coronarienne. Il me passerait un petit guide dans une artère de mon avant-bras, il irait voir mes artères coronaires, trouverait ce qui est bouché, me déboucherait. Et 45 minutes après le début de mes symptômes, j'aurais plus de douleur au thorax. Il aurait sauvé mon cœur, ce qui n'était pas possible il y a 50 ans. Vous faisiez un infarctus, puis j'espérais que justement les artères ne soient pas trop bouchées, puis que vous alliez passer à travers, puis que finalement vous alliez sauver, parce que c'est un muscle, vous alliez sauver le muscle cardiaque, le myocarde. Ça, c'est absolument spectaculaire. Je vais revenir, mais j'aimerais qu'Éric commente ça, parce que ça, c'est quand même un progrès qui est absolument spectaculaire. Tu as tout à fait raison, Jean-Pierre. En fait, on a tendance aujourd'hui à banaliser les succès de l'hémodynamie de l'angioplastie primaire. Donc, l'angioplastie étant allée dilater et tutoriser, mettre un petit ressort équivalent à un ressort de stylo bic, mais beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus dispendieux dans les artères du cœur. Alors, en l'espace de quelques minutes, on est capable de renverser un infarctus. Et tu as tout à fait raison, il y a une cinquantaine d'années, on mettait les patients dans des salles tranquilles avec un peu de morphine et on espérait ne pas trop les stresser pour que le cœur récupère tout seul. Aujourd'hui, si on ne s'arrêtait pas, certains patients qui se présentent en infarctus aigu ce soir, en fait, j'étais de garde la nuit dernière, il y a certains patients que j'ai revus ce matin que j'aurais été tenté de libérer dès ce matin. Ils sont bien dans 24 heures de leur infarctus. Ça fait en sorte qu'on a tendance à banaliser les risques potentiels de l'infarctus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en 2013, il y a encore 50 de ces infarctus-là qui vont mourir dans le salon chez eux, qui ne se rendront pas chez nous. Alors, on banalise le fait que ceux qui se rendent chez nous vont tellement bien. Mais la moitié de ceux qui font les infarctus ne se rendent pas et décèdent chez eux. Donc, c'est encore un point important, je pense, Jean-Pierre, de vraiment mettre l'accent sur la prévention. Même en faisant le meilleur du possible avec la prévention, on va toujours avoir des gens qui vont se présenter avec le besoin de traitement aigu. Donc, on continue à développer nos capacités avec les traitements aigus. Aujourd'hui, on est capable d'aspirer le thrombus, le caillot. On donne de la médication extrêmement puissante directement dans les artères coronaires. On met des filtres qui vont aller empêcher l'embolisation des thrombis distalement dans les vaisseaux. Et on refroidit les patients, on refroidit les cœurs pour que les dommages soient limités. Donc, on continue à avancer cette prévention ou ce traitement secondaire-là, mais je pense que la prévention pour éviter justement que ces événements-là arrivent dès le départ va être extrêmement importante. Fait que ça, c'est quand même, Pierre, des progrès qui sont spectaculaires. D'autre part, il est clair que toute la recherche qui a été faite dans la compréhension des facteurs de risque, là, Éric a ouvert la porte, nous a permis de comprendre qu'avoir un taux de cholestérol élevé dans le sang, c'était pas bon, que de faire d'hypertension, c'était pas bon, puis de fumer, c'était surtout pas une bonne idée. Alors déjà, ça aussi, heureusement, et c'est dommage que dans certaines parties du monde, c'est pas le cas,
Mais au Canada, la prévalence du tabagisme a diminué. Fait que déjà, là, on a une maladie qui est beaucoup moins violente en termes de progression. Puis là, on a de la science à l'appui pour appuyer cet énoncé-là. On a des médicaments puissants pour abaisser le cholestérol. Il y a des vies qui sont sauvées, encore une fois. Puis même chose pour l'hypertension. Les accidents vasculaires cérébraux, comme tu le sais, ont diminué quand même de moitié. Fait que ça, ce sont des progrès qui sont quand même spectaculaires. Là où le bas blesse, c'est qu'évidemment, en parallèle, maintenant, on est devenu extrêmement sédentaire. Les exigences de notre travail, puis la personne qui vous parle ce soir est peut-être une des plus sédentaires parmi cette salle-là dans son travail. Et on a aussi accès maintenant à ce qu'on appelle des tentations, n'est-ce pas? Puis c'est tout à fait humain d'avoir ces tentations-là. L'espèce humaine recherche des calories, c'est assurer la survie de l'espèce. Il ne faut pas se sentir coupable. Hein? Bon. Et ce qui fait maintenant, puis on en entend parler dans la presse, dans Le Soleil, dans le Globe and Mail, dans le Toronto Star, oui, on a une épidémie d'obésité au Canada, au Québec, on en parle à toutes les semaines. On a une épidémie de diabète de type 2. Et c'est ce qui fait finalement que, je dirais, moi, la mosaïque des facteurs de risque a changé. Alors, il y a moins de fumeurs. Les cholestérols puis les tensions artérielles, on les traite avec des médicaments, mais là, on a des gens qui sont sédentaires, on va en parler beaucoup ce soir, qui ont des problèmes de poids, qui stockent de la graisse à la mauvaise place, puis on le diabète. Donc, le poids relatif a changé. Donc, au niveau de traitement, on a des procédures qu'on a mis en place qui sauvent des vies, mais là, la médecine réalise, ça coûte très cher, tout ça, finalement. Et là, on a, comme tu le mentionnais si bien dans ton introduction, notre espérance de vie est à peu près aussi bonne que celle des Japonais. Notre espérance de vie en santé est beaucoup moins bonne que celle des Japonais. Donc, et là, cet écart-là grandit entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en santé. L'écart est en croissance. Ça veut dire qu'on a beaucoup de Québécois, de Canadiens qui sont vivants, qui sont gardés vivants à coup de procédures, de médicaments, mais qui sont malades et qui ont une qualité de vie détériorée. Et là, on est rendu peut-être à 15 ans, finalement, de vie qu'on va passer vivant, mais malade. Et là, donc, de par cette épidémie-là de maladies qu'on appelle de société, bien, ça coûte très, très cher. C'est 63 % de la mortalité dans le monde, là. Ce sont des maladies chroniques sociétales qui sont dues justement à notre mode de vie. Donc, imaginez 63 % de la mortalité, imaginez les coûts associés pour garder ces gens, essayer de les garder en vie. Donc, là, on parle d'un poids sur notre système de soins qui est spectaculaire, sans compter, évidemment, l'impact. On parle toujours de l'impact économique de la chose, mais l'impact sur l'être humain aussi. Maintenant, vous avez tous les deux identifié les progrès qui ont été faits au niveau des technologies, au niveau des médicaments. C'est sûr que les antihypertensifs puis les médicaments contre le cholestérol ont un impact important. On a eu des succès en termes de changement de comportement sur le tabac. Je ne sais pas si est-ce qu'on en a eu sur d'autres choses. Est-ce qu'on fait des progrès en activité physique et est-ce qu'il y a des leçons pour nous à tirer dans les succès des changements autour du tabac? Parce que les changements ont été majeurs et même encore dans les dernières années. Est-ce qu'il y a là des leçons qu'on peut tirer dont on peut s'inspirer pour réfléchir à une stratégie de changement de comportement? Quand on parle au cholestérol, je pense au cholestérol ou à l'hypertension, ce qu'on met, c'est des plasters. On n'a pas réglé le problème à la source. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, et d'autre part, puis ça, Éric pourra le confirmer, vous savez, les études cliniques nous disent que ouais, les médicaments pour baisser le cholestérol, c'est efficace. Encore faut-il qu'on les prenne, les médicaments, quand vous retrouverez après 2-3 ans, que c'est le quart des patients qui prennent encore leur statine. On a un problème. Peut-être qu'Éric, tu peux faire quelques commentaires là-dessus avant qu'on revienne au comportement, là. Absolument. Je pense que la prise de médication est définitivement efficace. Les statines réduisent de 30 % les nouveaux événements. Donc, un des médicaments les plus efficaces dans la sphère cardiovasculaire. Mais encore là, il y a certains effets secondaires. Et les patients, c'est curieux, mais dans mon bureau, les patients semblent tous vouloir arrêter leurs médicaments. Leur espoir, c'est qu'ils ne prendront pas ça toute leur vie. Mais dans notre esprit à nous, il faudrait qu'ils prennent ça toute leur vie. On négocie de plus en plus avec nos patients aussi. Il nous arrive avec de la littérature que certains d'entre vous avaient publiée qui suggère qu'avec une amélioration des habitudes de vie, on n'a peut-être plus besoin des statines. Donc, la pratique des cardiologues a changé. C'est-à-dire que quand le patient nous arrive et nous dit « j'aimerais améliorer mes habitudes de vie », plutôt que de prendre des statines, on leur répond toujours « vous devriez faire les deux ».
Mais on est très monolithique dans notre pensée. On voudrait plutôt une solution. On recule maintenant le début des statines en disant, bon, bien parfait, commence maintenant, commence par ton programme d'entraînement, commence par l'amélioration de l'alimentation et, si nécessaire, on va rajouter la statine dans un deuxième temps. Donc, on voit une belle évolution dans la philosophie, la mentalité de nos patients. Ils ne voient plus ça simplement comme étant la béquille, le médicament, mais ils voient ça dans l'ensemble d'une stratégie de prévention secondaire. Alors, Nathalie, les progrès au niveau des changements d'habitude de vie dans les 20 dernières années, tu les vois comment? Je pense qu'on quels sont nos plus grands défis qu'on va aborder, sur différentes formes? C'est certain que au niveau des habitudes d'activité physique et la sédentarité, on a des changements de comportement à briser cette sédentarité-là ou à augmenter l'activité physique. Mais notre défi, c'est de vouloir faire ces changements-là et de savoir comment on peut aider et encadrer les gens à leur changement d'habitude de vie. Puis, il faut se coller de plus en plus, puis ça a été publié dernièrement, sur les théories comportementales où, à quelque part, on a mis 5 façons simples. Il ne faut pas non seulement dire aux gens de changer, mais il faut mesurer le changement. Donc, il ne faut pas mesurer les gens, les évaluer, donc faire des mesures, des évaluations. Il faut par la suite les enseigner, leur conseiller sur comment on peut faire ces changements-là. Mais ça ne s'arrête pas là non plus. Donc, l'évaluation de départ est extrêmement importante. Souvent, on ne le fait peut-être pas sous cette façon-là, de les encadrer aussi. Mais par la suite, de s'entendre avec eux sur ces changements-là. Donc, voir qu'est-ce que les gens sont prêts à faire comme changement. Ces changements-là, donc qu'on parle de l'alimentation, qu'on parle de l'activité physique, qu'on parle de l'arrêt tabagique, ça reste important de s'entendre sur ces changements-là. Puis à partir du moment où on s'entend sur quoi on est prêt à travailler, bien, il faut les encadrer, il faut les assister dans ce changement-là. Il faut leur fournir des outils, soit d'être là, de la présence physique, mais aussi des outils technologiques. Il faut être de notre temps aussi, par rapport à comment épauler à la vitesse et la vitesse que la vie va maintenant, le stress qu'on a autour. Donc, il faut s'assurer qu'on est capable de leur donner un support qui est plutôt quotidien et qui n'est pas non plus contraignant. Et ce qui est important, c'est de voir à continuer à encadrer ces gens-là, donc à voir au suivi, à comment on fait pour arranger des suivis et réévaluer les gens et voir comment ils peuvent progresser. Et tout ça devra trouver aussi sa place dans un équilibre de vie, parce qu'on a effectivement une société qui va très vite et qui a énormément changé. Donc, on va aborder 3 sujets, quinzaine de minutes par sujet, mais vous allez voir qu'il y a du changement possible et peut-être même souhaitable. Alors, le premier, c'est de définir, c'est la sédentarité. Qu'est-ce que c'est? C'est-tu quelqu'un qui ne bouge pas du tout ou qui ne bouge pas assez? Qu'est-ce que ça a comme impact, comme facteur de risque? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut s'en sortir tout en tenant compte des notions de plaisir, puis de coût, puis d'effort requis? Alors, peut-être, Jean-Pierre, tu veux commencer par nous définir la sédentarité. C'est quoi? Bien, dans un premier temps, vous savez, l'organisme humain, c'est absolument fascinant, merveilleux. Il y a une plasticité. Le corps humain est fait pour bouger. Hein? Et il y a la science nous dit qu'il y a des milliers d'années, probablement l'être humain, pour survivre, il n'y avait pas le choix, c'est sûr qu'il ne le faisait pas par plaisir. Là. On n'allait pas faire un 15 km de marche juste pour se faire plaisir dans la forêt. On allait trouver des choses à manger, puis évidemment, il y avait peut-être des petits bouts de sprint à travers le 15 km parce qu'il fallait chasser ou se sauver du prédateur. Mais donc, on dépensait beaucoup de calories. Donc, l'être humain est fait pour ça. Il y a le tissu graisseux qu'on a. On va parler d'obésité abdominale tout à l'heure. Quand on en a un petit peu dans le bedon, bien, c'est un beau petit réservoir d'essence qui était très utile. Avoir un petit peu de graisse dans le foie, encore une fois, c'est un petit peu d'énergie directement disponible là, pour faire du sucre, garder la glycémie constante dans le sang. Donc, on a une formidable... L'humain est une formidable machine à bouger. Bon. On est fait pour ça. Cependant, durant, je vous dirais, les 50-60 dernières années, dû au fait que maintenant, évidemment, la vie est devenue, en tout cas ici, en Amérique du Nord, extrêmement confortable. Puis encore une fois, celui qui vous parle ce soir est peut-être le plus sédentaire parmi vous tous dans son travail.
Ben moi, j'ai le derrière assis à écrire des papiers, à analyser des données, être en réunion, à discuter avec des collègues, marche à peine un petit peu. Je suis extrêmement sédentaire. Alors, si je ne fais pas, c'est même pas l'effort, là, parce que, comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est un plaisir, mais si je ne mets pas de l'activité physique dans mon quotidien, vous pouvez être certain d'une chose, l'organisme va se déconditionner. Et c'est ce qui fait maintenant que les grandes études épidémiologiques montrent qu'être sédentaire en soi-même, si on ne fait pas de cholestérol, même si on ne fait pas d'hypertension, même si on ne fume pas, ça double votre risque de maladie cardiovasculaire. Ça, en soi, juste... En l'absence de tout autre facteur de risque. D'accord? Et l'inverse est vrai. Être actif, alors madame, tout à l'heure, qui parlait de son hypertension, alors on assume, si vous êtes sédentaire, vous devenez très active, même si votre tension ne baisse pas, imaginez, vous réduisez votre risque de maladie cardiovasculaire de 50 %. Est-ce qu'on le dit suffisamment aux patients, ça? Non. Alors donc, pour définir la sédentarité, c'est simplement quelqu'un qui, en dehors d'un travail sédentaire, ne fait pas d'activité physique dans ses loisirs. Combien on doit en faire dans ses loisirs? À peu près 150 minutes par semaine d'activité physique de toutes sortes. Hein? Ça peut être faire de la marche rapide avec sa blonde, avec son chien, avec ses enfants, jouer au ballon sur le terrain, aller nager, faire un peu de ski de fond. 150 minutes d'activité physique par semaine. C'est là que vous allez aller chercher, lorsque vous comparez les gens qui ne font strictement rien, la plus forte réduction dans le risque de maladie cardiovasculaire. Mais le sédentaire, encore une fois, c'est le tiers de la population qui ne fait strictement rien dans ses loisirs. Et comme je viens de vous l'expliquer, bien, ça double. Ça double carrément ça en soi, indépendamment de vos autres facteurs de risque, votre risque de maladie cardiovasculaire. Alors, voici comment on définit la sédentarité. Et la science, maintenant, est tellement robuste que des organismes comme l'American Heart Association utilisent maintenant la sédentarité ou l'activité physique comme étant un des 7 critères. Et vous avez un petit carton sur vos tables qu'on a fabriqué justement pour, comme aide-mémoire, vous pouvez mettre un petit aimant puis mettre ça sur le frigo, là, qui vous donne les critères qui sont utilisés pour définir ce qu'on appelle la santé cardiovasculaire idéale. Imaginez, si vous êtes, toutes les grandes études épidémiologiques dans le monde indiquent que si vous rencontrez ces critères-là, mais vous allez voir, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous ne faites pas d'infarctus. Votre risque de maladie cardiovasculaire est à peu près nul, imaginez, dans les grandes études avec des centaines de milliers d'individus. Mais savez-vous le pourcentage, un petit quiz, Pierre, pour toi, devine le pourcentage de la population canadienne, américaine, chinoise qui rencontre ces 7 critères-là? Est-ce que c'est 5 10 15 3 Je dirais entre 15 et 20 0,1 Il y a un individu sur 1000 qui rencontre les critères. On y reviendra tout à l'heure, là. Mais ça vous montre que donc, encore une fois, vous allez voir en les lisant, il y a des comportements, il y a 3 facteurs de risque biologiques. Si vous les rencontrez dans les grandes études épidémiologiques, votre risque d'accident cardiovasculaire est à peu près nul, d'accord? Mais malheureusement, c'est un individu sur 1000 qui rencontre ces critères-là. Je vais m'arrêter là-dessus, mais un de ces 7 critères-là, c'est l'activité physique, imaginez. Donc, ça vous montre à quel point il y a une science très robuste, maintenant qu'on n'avait pas, cela dit, il y a 20 ans, hein, qui fait la démonstration qu'être sédentaire, c'est un puissant facteur de risque cardiovasculaire indépendamment de votre cholestérol, de votre tension artérielle, de votre génétique. C'est assez convaincant. Nathalie, si on veut briser ce moule de sédentarité, puis on est tous confrontés à ça, là. Je veux dire, les gens qui sont dans un milieu de travail, ceux qui travaillent dans des bureaux, on ne se lève plus pour aller voir notre collègue dans le bureau à côté. On y envoie un email. En plus de perturber les rapports entre les rapports humains, on ne se parle plus non plus, mais on ne se voit plus, puis on ne bouge pas pour se déplacer. Donc, on est tous conscients de ça. Donc, il y a comme une espèce de pression dans notre mode de vie qui va à peu près à l'encontre de tout ce que Jean-Pierre nous dit qu'il faut faire. Comment on arrive, Nathalie, à briser ça? Je peux même penser à quelqu'un dans une de mes connaissances, personne qui souffre d'obésité morbide depuis des années, pèse au moins 260 livres, qui n'a jamais fait d'activité physique de sa vie
et qui fait ni cholestérol, ni hypertension, ni diabète, puis qu'elle n'est absolument pas conditionnée pour changer, commencer à même marcher. Donc, comment on arrive à briser cette espèce de cycle de sédentarité, y compris pour des personnes qui, dans le fond, disent ben, « moi, j'ai pas de maladie, donc je n'ai pas vraiment besoin de changer quoi que ce soit ». Comment on arrive à briser ça? Bien, c'est certain qu'il n'y a pas de recette miracle. Puis tantôt, on en a un petit peu parlé des processus au niveau du changement puis de l'encadrement. Pour l'adulte, le milieu de travail, pour l'enfant, le milieu scolaire, sont des milieux où il faut essayer de travailler sur les éléments où les gens sont là au quotidien. L'adulte passe 70 de son temps au travail. L'enfant passe de son temps éveillé au travail. L'enfant passe tout à fait autant en milieu scolaire. Donc, il faut voir un petit peu comment on peut se donner ou se forger des environnements qui vont être plus favorables au changement des habitudes de vie. C'est certain qu'il n'y a pas de recette. Cette personne qui est vraiment très, très sédentaire puis qui est absolument réfractaire, il faut voir avec eux comment on peut les amener à choisir ce sur quoi ils sont prêts à travailler. Donc, c'est l'aspect de s'entendre sur ce qu'on est. On ne peut pas, même si nous, en tant qu'intervenants, on voit très clairement qu'on pourrait travailler sur 2 éléments, puis que ce serait la recette qui ferait vraiment un changement. Il faut s'assurer d'aller dans le processus où les gens ils sont prêts à changer. C'est sûr que de travailler dans les aspects de restriction et d'être contraint, ça a été beaucoup la façon qu'on a travaillé de prescrire de façon un petit peu intensive de l'activité physique ou des changements alimentaires. Puis je vous dirais, madame, quand vous racontiez que vous êtes très, très déterminée, vous avez mesuré précisément, on peut pas demander ça au commun des mortels. C'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on a essayé de donner à la personne avec un surplus de poids, la diète de l'athlète, pour arriver à des changements de poids. Mais à partir du moment où la pression devient tellement forte, les gens laissent tout tomber. Donc, il faut essayer de travailler. Il y a un point de rupture où ça passe, où ça casse. Donc, il faut essayer de travailler vraiment dans la niche écologique des gens pour voir comment on peut amener l'environnement plus favorable aux saines habitudes de vie, amener les gens à prendre des décisions pour eux-mêmes et aussi à simplifier le message. Autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau de l'activité physique, on a des prescriptions de temps, des mesures, on se donne des contraintes. Et si on était capable, à partir du moment où on simplifie le message, qu'on démocratise la façon d'intégrer des changements, de suggérer ou plutôt d'écouter et de guider les gens vers ces changements-là et qu'on se donne les moyens d'évaluer avant et après et de les suivre, et de trouver les outils pour avoir un support plus au quotidien, je pense qu'on aide déjà à avoir une meilleure recette. On peut y aller dans des exemples plus concrets. Dernièrement, on a mis en place, dans les derniers 2-3 ans, des projets en milieu de travail, justement. Des projets qui, grâce à cette mesure simple, où finalement tout le monde en a besoin, si on a juste une personne sur 1000 qui ont un profil complètement favorable, qui les protège contre les problèmes de santé, bien, tout le monde a quelque chose qu'il pourrait faire. Donc, on n'a plus besoin de stigmatiser la personne qui se pense pas rentrer dans son bikini ou qui a un tour de taille trop élevé ou qui n'a pas la physionomie qui répond à ce qu'on voit dans les revues. Mais tout le monde peut avoir une raison de changer quelque chose dans son alimentation. Puis, il faut aussi trouver ses propres motivations. Donc, la motivation ne sera pas la même pour tout le monde. Certains, ça va être juste de se faire dire effectivement qu'avec une évaluation, « Oh, j'ai un problème de santé ». D'autres, ça va être quelque chose qui est arrivé chez quelqu'un qui de proche à eux, qui a finalement changé leur vie au niveau d'un événement cardiaque. Puis d'autres vont être des changements plus subtils ou d'épauler quelqu'un ou d'encadrer quelqu'un d'autre. Et quand on le fait en milieu de travail, quand on le fait à l'école au niveau de l'enseignement ou d'améliorer les changements, bien, je pense que c'est plus un changement d'habitude. Quand on focus sur quelques éléments et qu'on n'essaie pas de tout changer en même temps, qu'on y va progressivement avec les éléments où les gens sont prêts en premier, de cette façon-là, les gens vont pouvoir sentir des changements, puis il y a tellement de choses qui vont prendre leur place dans cette mosaïque-là. Pas essayer de prendre le 150 minutes dans une seule bouchée. Est-ce que je peux mettre des 15 minutes réparties dans ma semaine? Puis si je suis capable d'adopter ces 15 minutes-là, de voir combien je peux en placer, en juxtaposer. Si je suis quelqu'un qui est sédentaire, juste se lever et marcher. Quelqu'un qui marche déjà un peu, en augmenter l'intensité. Donc, tout le monde doit se prendre à son propre niveau et pas prendre une prescription qui est la même pour tout le monde. Au niveau de l'alimentation,
sortir des calories, sortir de peser, de mesurer. Est-ce qu'on peut pas plus regarder la qualité des aliments? À partir du moment où je focus sur la qualité, que je focus sur 2 ou 3 gestes que je pose quotidiennement. Est-ce que je mange mes 3 repas par jour? Est-ce que je mange est-ce que quand je veux porter quelque chose dans la bouche, je me demande si j'ai vraiment faim? Donc, juste se dire, moi, je vais faire attention à 2, 3 choses aujourd'hui. Et si j'en réussis 2, tant mieux. Si j'en réussis juste 1, tant mieux aussi. Si aujourd'hui, ça a moins bien été, on recommence demain. Je triche pas, je suis pas en restriction, je suis pas contraint de pas avoir le droit de manger ci ou ça. Et je vais améliorer toutes sortes de choses qui vont prendre leur place par eux-mêmes, sur lesquelles je ne focuserai même pas. Des gestes simples, des messages, des gestes progressifs et se sentir entouré et épaulé au quotidien et qu'on mesure ces changements-là. Je pense que ce sont des éléments de succès. Donc, il n'y a pas une seule recette. Il faut regarder avec qui on a affaire. Il faut aussi que la personne décide qu'est-ce qu'elle est prête à faire. Et qu'on le fasse dans un contexte, comme tu dis, qui rejoint le point de madame, là, que si ce n'est que des contraintes, des choses que je m'empêche de faire, puis que je fais pas, puis que la notion de plaisir, que ce soit... Tout à fait. C'est au niveau de l'alimentation, c'est vrai, mais aussi au niveau de l'activité physique, on le vit, là, tous ceux qui font de l'activité physique régulièrement, quand on a fini notre session, on est un peu sur un high pendant un bout de temps. Donc, c'est un sentiment que je pense que plusieurs partagent. Donc, cette notion de plaisir est importante, puis de gratification également. Puis des fois, on va aller chercher des éléments extérieurs. Donc, on l'utilise en entreprise. Hein. La performance en entreprise est souvent stimulée par la carotte. Donc, des fois, c'est de se donner... C'est pas des fois, c'est de se donner un objectif qui va nous motiver. Dire, bien, lorsque je vais le faire quotidiennement et lorsque j'aurai atteint mes objectifs, j'aurai cette carotte, ce cadeau-là que je me fais où je réussirai à accomplir tel élément que j'ai le goût de faire, où je pourrai... Donc, quand on se donne une espèce de motivation extérieure, ça peut aussi nous amener à se donner une motivation. Puis à un moment donné, on se rend tellement compte qu'on se sent mieux dans notre peau, qu'on se sent plus léger, qu'on est plus énergique au travail, nos journées sont moins lourdes à passer. Ça devient une nouvelle gratification qui est plus personnelle à ce moment-là. Pierre, tu voulais ajouter un élément? Oui, bien, on est dans un café scientifique ce soir, puis laissez-moi vous faire la réflexion suivante. Moi, je suis profondément dérangé par tous les discours moralisateurs qu'on entend des gourous de la diététique. Je pense que depuis maintenant 30 ans, on comprend. Arrêtez de vous sentir coupable, de penser que j'ai un problème de poids, c'est de ma faute, c'est parce que j'ai pas de volonté. Non, c'est parce que vous êtes tout à fait normaux. L'être humain est fait pour manger. C'est comme ça que Mère Nature nous a conçus pour survivre. On mange pas, on meurt, OK? Moi, si vous me mettez au régime, vous serez plus mon ami, OK? Non, mais c'est un geste tout à fait normal. On a eu un commentaire tout à l'heure sur le plaisir. Là, la science aussi, parce que c'est important. Qu'est-ce que la science nous dit? La science nous dit que si on restreint les gens de manger, ça ne fonctionne pas. Je le répète, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que la science nous dit? C'est que si on mange mieux, j'ai pas dit qu'on se restreint, qu'on mange mieux, on réduit notre risque de maladie cardiovasculaire de 30 %. Il y a un grand essai espagnol qui est paru dans le New England Journal of Medicine il y a quelques mois qui montre pas de perte de poids. On améliore la qualité de notre alimentation. On ne perd pas de poids. On réduit notre risque de maladie cardiovasculaire autant que si on prenait une statine. C'est pas rien, là. Ça, il faut en parler. Il faut le dire dans les médias. Il faut arrêter de parler du poids santé puis dire que la cible, c'est le poids santé. Ça, c'est le premier point que je veux faire. Là, c'est la science qui parle. Autre phénomène, autre observation scientifique très importante à communiquer, si on est actif, je reviens là-dessus, prenez une personne qui pense elle se fait dire ou elle constate qu'elle a un problème de poids. Cette personne-là est sédentaire, devient active physiquement, d'accord, très active, fait sa marche rapide 150, 160 minutes par semaine. Elle vient de diminuer son risque de maladie coronarienne de 50 % sans perdre de poids. Alors, imaginez, qu'est-ce que la science nous apprend? C'est qu'on n'avait pas les bonnes cibles. On voulait faire perdre du poids aux gens. Ça ne marche pas à long terme. Ça n'a pas de bénéfice cardiovasculaire parce que les gens s'essoufflent puis reprennent du poids. On mange mieux, on bouge plus, on va avoir des effets sur notre santé cardiovasculaire qui sont spectaculaires. Ça, ce sont des observations scientifiques.
C'est pas un gourou de la diététique qui vous parle ce soir, c'est la science qui parle. Je ne serais pas là ce soir, vous iriez lire ces publications-là, vous en arriveriez aux mêmes conclusions que moi. C'est à ça que ça sert, la science. Trouver les bonnes cibles. Alors, imaginez le pauvre patient, si le docteur Larose, lui, il ne dira pas ça à son patient. Docteur Larose, je vous écoute, là. Maintenant, je marche avec mon chien tous les soirs, 45 minutes, je ne perds pas de poids. L'exercice, ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu vas répondre, Éric, à ce patient-là? Bien, c'est clair. Aujourd'hui, on sait, il ne faut plus, puis on le mentionne depuis tantôt. Il me semble que le message commence à revenir. La balance ne nous sert pas d'amis. La balance ne nous donne pas l'information qu'on recherche. Et on s'en sert comme indice pour savoir si ça marche ou ça ne marche pas, ce qu'on est en train de faire. On a des bénéfices par les changements d'habitude de vie qu'on adopte. On se pèse et on se décourage parce qu'on n'a pas de changement de poids. Puis c'est ça qu'il faut arrêter de faire. Puis c'est justement ça que je dis à mes patients. Là, vous allez commencer à faire ceci, tout ce dont on parle depuis tantôt, mais pesez-vous pas pour cela. Parce que vous allez vous décourager. Vous n'aurez pas les résultats que vous voudrez. Il y a le vieil adage, transformer votre gras en muscle, le muscle est plus pesant, allez chercher l'explication que vous voudrez. À travers nos études, on voit qu'il y a beaucoup de transformation de la distribution du tissu adipeux, du gras, qui fait en sorte que le poids, il y en a qui perdent du poids, un peu de poids, mais il y en a beaucoup qui ne perdent pas de poids, mais qui ont beaucoup d'amélioration dans tous leurs indices de santé. C'est important, pas mal. Comme message, si on ne cible pas la bonne cible, on a peu de chances d'avoir de l'impact. Je pense qu'on va parler un peu dans les journaux. Il y a beaucoup de discours dans notre société là, de poids. Là. Pas mal. On dit on s'enligne pas sur le bon arbre. Là. On n'a pas la bonne cible. Il y avait une intervention ici. Bien, j'aime beaucoup ça, ce que j'entends ce soir. Ça nous déculpabilise en même temps. Puis j'aime beaucoup les propos que vous avez, les approches que vous avez de nos experts, là, Dr. Després, Almeras, puis Larose. Merci. J'aimerais ça vous entendre. On parle beaucoup. Bien, je trouve qu'à Québec, on a l'impression d'avoir une région qui est quand même en mouvement. Je pense juste à toutes les activités qui se passent. Les gens courent beaucoup, participent aux 5, aux 10 kilomètres. Je parlais à quelqu'un hier qui me disait, au prorata de la population, il y a plus de coureurs de fond dans la région de Québec qu'ailleurs. Tu sais, on sent quand même que le défi Pierre Lavoie aussi, tout ça, ça fait comme... ça rentre dans la lignée de ce que vous nous dites, puis ça. Mais j'aimerais ça, est-ce que c'est vraiment le cas ou c'est juste une impression ou c'est toujours les mêmes qui courent? Mais peut-être aussi. Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus, savoir, tu sais, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même un mouvement qui se fait, que les gens... J'écoutais madame tantôt, on a l'impression que c'est les citoyens présentement qui rentrent dans le bureau du médecin pour leur dire « OK, je vais bouger, OK, je vais faire ça parce que... » Puis j'ai l'impression que le mouvement vient de la base plutôt que d'en haut. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bien, peut-être juste un premier commentaire à cet effet. Malheureusement, là, on parle je dirais, de comportements qui sont compatibles avec la santé. Puis encore une fois, on se tient loin du discours moralisateur. Je ne veux surtout pas être moralisateur, là. Il n'y a pas les bons qui mangent bien puis qui bougent, puis les méchants qui mangent chez McDo puis qui sont sédentaires. C'est pas ça l'idée. Mais malheureusement, encore une fois, ce que la science nous dit, c'est qu'il y a une très forte relation entre les habitudes de vie saines et le niveau socio-économique. Alors, si vous êtes dans la Haute-Ville de Québec... moi, je me traite de bourgeois. Je suis un bourgeois, je suis un professeur d'université. Bon, je ne suis pas super riche, mais je gagne quand même bien ma vie. Alors, évidemment, on est éduqué, on sait quoi faire. Puis, évidemment, la Haute-Ville est plein de gens éduqués qui sont conscients de leur santé. Dans n'importe quelle ville du monde, aller dans les quartiers où ce qu'on appelle en anglais des food deserts, où vous n'êtes pas capable d'avoir des fruits et légumes, qu'il y a au kilomètre carré, il y a plein d'établissements de fast-food où vous pouvez avoir donc de la bouffe pas chère, ou si vous marchez dans la rue, bien, vous pouvez vous faire frapper par une voiture parce qu'il n'y a pas de trottoir, les environnements ne sont pas configurés pour aller jouer dehors. Bien, c'est clair, puis la relation est très, très forte. Entre autres, le département de santé publique de la ville de New York a des données absolument spectaculaires. Les meilleures habitudes de vie, la plus faible prévalence d'obésité puis de diabète, c'est dans le centre-ville de Manhattan. Vous allez dans les banlieues, c'est incroyable. La relation avec le niveau socio-économique est très, très forte. Bon, ça, donc, je pense que ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, est-ce qu'il y a de l'espoir? Je pense que oui. Je vais laisser parler ma collègue.
Oui, je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense que c'est sûr que dans la région de Québec, on sent les mouvements. Il y a vraiment plus de cyclistes, plus de coureurs. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. On a du chemin à faire chez nos jeunes, énormément. Hein. Puis je vais faire un petit peu le parallèle où Jean-Pierre tout à l'heure nous disait « faut pas se sentir coupable, faut manger pour survivre. Vous serez pas mon ami si vous me coupez ma nourriture. » Mais on est très critique auprès de nos jeunes aussi. Hein. On dit que nos jeunes sont rendus paresseux et ils s'intéressent juste aux jeux d'écran. Mais même moi et mes parents n'avaient pas ces stimuli-là dans leur environnement, toute cette technologie qui les attire, qui les stimule, qui fait qu'on va pas jouer dehors. Puis il y a aussi tout le côté, même si on regarde le côté de l'éducation, hein, l'école privée a poussé un peu sur l'école publique. L'école publique a voulu se spécialiser. Donc on est rendu avec plein d'écoles publiques spécialisées aussi. Donc on va plus à l'école du quartier, on marche plus en tant que jeune pour aller à l'école. On va avoir une culture de sport d'équipe beaucoup. Donc on n'apprend pas à nos jeunes à avoir une culture d'activité physique pour maintenir à l'âge adulte. Donc tout ça va avoir à changer pour permettre justement d'avoir des citoyens qui vont grandir dans des saines habitudes de vie. Donc je pense que ce côté-là est aussi important. Je pense qu'on a effectivement, on voit que les mouvements, les leaders qu'on entend, les communications aident beaucoup à essayer d'avoir de plus en plus de gens qui sont conscients. Mais je vous dirais dans le parallèle inverse, quand nous, on regarde dans nos études, on a des études de changement d'habitude de vie, on le fait chez monsieur, madame, tout le monde à risque. On le fait en milieu de travail pour aller voir les gens qui viennent pas dans les hôpitaux puis qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, on trouve là une manne incroyable de gens qui, finalement, n'ont pas vu de médecin depuis 10 ans, veulent surtout pas trop y aller parce qu'ils savent que là, ils sont peut-être pas sur le bon chemin puis ils ont peur de ce qu'ils vont se faire dire. Ont pas nécessairement le temps. C'est quand on peut se rendre sur place en milieu de travail. Mais on fait aussi des études de changement d'habitude de vie chez nos post-pontés. Puis nos post-pontés, quand on a commencé à travailler avec eux, il a fallu un peu changer notre approche parce que finalement, ils étaient guéris. Donc, ils n'avaient plus besoin de changer leurs habitudes de vie. Donc, quand ils étaient encore ébranlés, ça allait bien. On faisait un premier 3 mois, 4 mois de suivi avec eux. Puis au bout de 6 mois, ils étaient en pleine forme. Ils travaillaient, ils se sentaient bien. Il n'y en avait plus de problème. Puis ils repartaient dans la nature. Donc, ça, donc, il y a beaucoup d'éducation qu'on va devoir faire. Il faut vraiment en parler. Il faut vraiment que ce soit pas juste pour ceux qui sont malades, pas juste pour ceux qui semblent avoir un surplus de poids, mais pour tout le monde qui ne rencontre pas les 7 mesures pour avoir une santé cardiovasculaire idéale. Et ça, finalement, c'est tout le monde. Donc, dans tous les milieux où on est, il faudrait pouvoir en faire maintenant une norme sociale plus que c'est juste ceux qui en ont besoin, qui auraient besoin de faire quelque chose. Donc, ça enlèvera la stigmatisation, ça enlèvera aussi la restriction, puis on peut le faire dans des finalement, se servir des leaders aussi pour arriver à changer ses habitudes de vie. On a abordé à plus d'une reprise la question de l'activité physique qui est son élément protecteur, irrespectivement de tout autre facteur de risque. Les experts qu'on a avec nous ce soir sont impliqués dans quelques projets de recherche majeurs, dont le projet Synergie, le projet Défi en entreprise. Quels sont à la fois les résultats puis les leçons que vous tirez des recherches en cours et que vous aimeriez partager avec nous, qui pourraient résonner, qui avoir un peu de l'impact pour nous aider à réfléchir sur des façons de faire? Je vais peut-être commencer. Et j'ajouterais peut-être, parce que c'est bien à la mode, ces temps-ci, des sports extrêmes, là, donc des super marathons, puis des super triathlons, puis on connaît probablement tous 2 personnes qui s'y adonnent. Est-ce qu'il y a des dangers à trop d'activité physique? Merci Pierre de poser la question, parce qu'on a on a un expert avec nous qui s'est intéressé spécifiquement à cette dernière question-là. On va y revenir. Mais j'aimerais, c'était bien gentil de faire référence à l'étude Synergie, qui est une étude justement qui a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada. Après avoir fait le constat que finalement, les problèmes de surpoids et de l'obésité, c'est pas une question de poids, que c'est un problème associé à stocker de la graisse au mauvais endroit, bien là, on s'est dit, avec justement un recul de 20 ans, on s'est dit, ce serait bien si on testait finalement une intervention douce, qu'on serait capable par la suite d'implanter éventuellement. Alors, on ne voulait pas faire un truc là où des hommes avec obésité viscérale qu'on a recruté dans la région de Québec, ça se traînerait à quelque chose de très intensif qu'on ne serait pas capable par la suite d'implanter dans des unités, par exemple, de médecine familiale. Alors, on voulait développer une intervention qui serait relativement simple, progressive et pour laquelle on pourrait dire, bien, on peut implanter ça partout.
Alors, avec Nathalie, justement, on a, sur la base de la science qui était disponible, on s'est dit, on pense que sur la base de la science qui est disponible, une fois qu'on va avoir évalué ces hommes-là, puis on en avait à peu près 150, on va leur proposer de venir nous voir une fois par mois. Et Nathalie va parler un peu de l'intervention qui était toute simple, voir une diététiste une fois par mois, pas poursuivre le petit catéchisme du mieux manger, mais faire exactement ce que Nathalie a parlé tout à l'heure. On va faire le bilan, M. Bilodeau, M. Tremblay, de votre vie. Vous faites quoi dans la vie? On va évaluer un peu vos déplacements, votre sédentarité, votre activité physique, puis on va essayer de diminuer votre temps de sédentarité, vous faire bouger, et on va changer une habitude alimentaire à la fois. Et le commentaire, Nathalie vous le dira, qu'on a eu des sujets, bien, on pensait qu'on allait être mis au régime, ça allait être difficile. Non. Parce que ce qu'on leur a dit, vous êtes avec nous, là, pas pour 6 mois, comme plusieurs études, pas pour 1 an, pour 3 ans. Alors, l'idée, c'était vraiment de très doucement modifier leurs habitudes de vie pour éventuellement avoir des changements beaucoup plus permanents, confortables, puis à la carte, un peu en fonction de ce qu'on avait à modifier. Alors, je vais vous donner quelques exemples. La personne qui buvait, je ne sais pas moi, 2 litres de boissons sucrées par jour, bien, on a dit, peut-être qu'on pourrait cibler ça. Hein? Ça fait plusieurs centaines de calories qu'on va éliminer. On n'a pas mis cette personne-là au régime. Ça, c'est un exemple. Nathalie en donnera d'autres tout à l'heure. Et donc, on les a suivis pendant 3 ans. Et là, évidemment, on voulait voir l'impact que ça aurait sur la graisse viscérale. Donc, on les a fait, en gros, manger un peu mieux et bouger plus. Et ce qu'on a trouvé, c'est ça qui est important quand on revient, encore une fois, qu'est-ce que la science nous dit en termes, quelles sont les cibles à surveiller dans le temps? Bien, premièrement, on a trouvé qu'effectivement, la graisse interne, elle a fondu comme neige au soleil. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'elle a fondu de façon spectaculaire parfois chez des hommes qui n'ont pas perdu de poids. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris un peu de masse musculaire, ils ont perdu leur bedon, mais sur le pèse-personne, rien n'y paraissait. Mais imaginez le pauvre patient qui est vu par un médecin qui ne perd pas de poids. Il dit, Docteur Boyle, vous êtes mon médecin, je suis découragé, ça fait 3 ans que je suis vos bons conseils, je ne perds pas de poids. Là, vous mesurez le tour de taille, mais ça va très bien, M. Tremblay, vous avez perdu 7 cm de tour de taille, votre tension artérielle est normalisée, c'est ça qui compte. Votre prédiabète est soigné, c'est ça qui compte. Alors, ça nous a permis, preuve de concept, encore une fois, de montrer qu'une approche douce, Nathalie vous pourra vous donner plus de détails sur la recette, a des effets spectaculaires sur la santé de ces hommes-là qui étaient à risque pour à la fois se retrouver dans les mains de notre cardiologue ou chez le diabétologue, sans nécessairement... Certains d'entre eux ont perdu du poids, mais c'était presque un effet secondaire. Certains en ont perdu, mais d'autres n'en ont pas perdu du tout. Et donc, ça a été la première étape. Cette étude-là, Synergie, nous a permis donc de mettre ça dans la littérature, de faire la preuve qu'une approche douce pouvait avoir, pas à court terme, mais à long terme, des effets assez importants. Là, je vais laisser Nathalie parler un peu de la recette. Puis après, le docteur Larose va vous parler des gens beaucoup plus malades qu'on a soumis un peu à la même recette. Donc, c'est certain que l'approche qu'on a priorisée au départ, c'est multi. Hein? C'est activité physique, bris de sédentarité et nutrition. Donc, changer les aspects nutritionnels. Par contre, on n'a pas fait les deux de front en même temps. Notre première approche, ça a été de dire on travaille sur un en premier. On se donne le temps de l'intégrer un tout petit peu. Pas tant de temps que ça, mais les gens sont partis pour 2 semaines, 3 semaines. On a commencé par vouloir bouger, voir un petit peu. Donc, on fait l'historique aussi au niveau de l'activité physique, comme on le fait au niveau de l'alimentation. Quelle est leur histoire d'activité physique? Est-ce que leur histoire de blessure côté activité physique? Est-ce qu'ils sont des gens qui en ont déjà fait beaucoup, des gens qui en ont pas fait du tout? Quelles sont leurs barrières? Quels sont leurs facilitants par rapport à l'activité physique? Et on fait un profil nutritionnel. Donc, on fait remplir des questionnaires au niveau de répertorier ce qu'ils mangent. On fait des questionnaires de fréquence alimentaire. Et avec ces portraits-là, nous, on peut se faire une idée de qu'est-ce qu'on sent, où on voudrait les amener. Mais on se fait une idée derrière tout ça de où on veut les amener. Et ils vont voir en consultation nutritionniste et kinésiologue. Au départ, des visites un peu plus fréquentes parce que le support est important. On a besoin d'être là lorsqu'il y a une barrière. Lorsqu'ils rencontrent une barrière, il ne faut pas qu'ils attendent 1 mois avant de revoir et d'avoir du support. Donc, d'avoir une façon d'être capable d'agir et de réajuster le tir. Et pour ce qui est de l'alimentation, lorsqu'on a travaillé au niveau de l'alimentation, oui, nous, on a nos techniques traditionnelles où on évalue parce qu'on est chanceux, on a des outils, on a calculé le métabolisme de base, on a calculé les calories qu'ils mangent, tout ça, on sait où on veut les amener. Mais c'est pas nous qui décidons où nous allons et par quel chemin on y va.
On sait où on veut les amener, mais on ne choisit pas le chemin en soi. Donc, on regarde le profil avec les gens, leur historique, leurs facilitants, leurs barrières aussi au niveau de l'alimentation. Et là, on va leur demander de choisir un objectif et de partir avec un objectif. Et comme je disais tout à l'heure, même si moi, je vois très bien qu'il y a 2 litres de boissons gazeuses à tous les jours, si le 2 litres, il est comme accroché après lui puis qu'il ne voit pas c'est trop un bris de qualité de vie, mais s'il décide qu'il choisit ses croustilles, qu'il choisit autre chose, qu'il choisit d'intégrer de l'eau dans son alimentation, bien, on fait confiance parce qu'effectivement, souvent le geste simple d'ajouter plus d'eau dans sa journée va venir changer des choses au niveau de l'appétit pendant de vouloir grignoter, va venir changer les calories liquides qu'on va ingérer. Donc, ces éléments-là vont venir placer beaucoup d'éléments dans cette matrice-là sans qu'on ait à focusser sur ces éléments-là. Donc, on travaille par objectif et on leur donne aussi une possibilité de calculer, si on veut, de certains équivalents. Certains veulent absolument savoir j'ai le droit à combien. On ne peut pas sortir ça de l'être humain non plus. Donc, il faut avoir une espèce d'approche qui est mitoyenne, à savoir, parce que calculer, mesurer, cocher, identifier, ça me donne mon taux de succès de ma journée. Donc, c'est ma récompense un peu quotidienne. Donc, on se donne des outils où on dit, OK, on a un petit peu, soit qu'on compte si j'ai réussi, mais avoir un petit carnet, mais ce côté-là d'être capable de mesurer au quotidien, de voir si je l'ai atteint, mais sans que ça soit dramatique, parce que c'est ça qui est aussi important. Il ne faut pas avoir de notion d'avoir triché, parce qu'une saine alimentation, et ça, on le remet vraiment dans cette perspective-là. Le ministère de la Santé a publié la vision d'une saine alimentation qui colle parfaitement avec notre vision de l'alimentation. L'alimentation, elle doit être variée. Rien n'est interdit, c'est que la fréquence qu'il faut rétablir. Donc, on a les aliments quotidiens qui doivent être mangés tous les jours pour avoir ce qu'on a de besoin pour bien se développer. On a des aliments qui doivent être mangés à l'occasion. Quelques fois par semaine suffisent. Et on a des aliments d'exception qui, eux autres, se comptent plus à quelques fois par mois qu'à la semaine ou au jour. Donc, quand on place la fréquence, quand on travaille sur certains objectifs, bien, c'est un peu l'approche, c'est l'approche qu'on a eue avec les gens de façon à les sortir de ce sentiment d'échec, de leur donner plutôt des outils de réussite et d'aller aussi avec, ils sont prêts à travailler sur quoi. Donc, c'est globalement dans cette approche-là, mi-traditionnel, mi-nouveau paradigme dans lequel on travaille au niveau de l'alimentation et également au niveau de l'activité physique. On trouve les périodes et on trouve l'activité qu'ils sont prêts à faire. Tout le monde n'est pas prêt à courir. Éric, voulais-tu ajouter un commentaire sur trop d'activité physique, puis y a-t-il des dangers associés, puis quand est-ce que trop est trop? C'est une excellente question. Madame disait qu'il y a plus de fondeurs à Québec qu'il y en a ailleurs. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose ou bien c'est un risque? Mais je pense que comme dans n'importe quoi, on peut aller à l'excès. Il ne faut pas non plus que l'alimentation et l'exercice deviennent une compulsion. Ça doit faire partie d'un équilibre de vie. Et dans une de nos études, on a examiné des coureurs, des marathoniens du Marathon de Québec. C'est une étude qui a été publiée récemment dans le Journal de cardiologie canadien. Et chez ces marathoniens-là, qui étaient en forme, il y en a quelques-uns qui avaient une légère hypertension, quelques-uns qui avaient une légère dyslipidémie, un peu de cholestérol élevé, mais tout le monde était bien traité. On a réalisé que ceux qui s'étaient le moins bien entraînés avaient des petits changements au niveau du cœur. Le muscle cardiaque, le myocarde, est un muscle qui réagit comme n'importe quel organe ou n'importe quel muscle du corps. Donc, lorsqu'on le blesse, on est capable de créer de l'édème. L'édème qui est un signe d'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est le symbole universel de la blessure. Quand vous levez la nuit parce que le petit pleure dans la chambre à côté et vous accrochez le genou contre le poteau du lit, ça devient rouge, chaud, enflé, ça fait mal. C'est les 4 signes cardinaux de l'inflammation. Donc, l'enflure, c'est de l'édème, donc l'accumulation d'eau. Et on a vu que chez nos marathoniens qui étaient moins bien entraînés, moins bien préparés pour le 40,2 km de course, on avait apparition de plus d'édème, donc un signe de blessure. Par chance, c'est un signe de blessure qui est réversible. On a pu conclure avec ça que lorsqu'on effectue un entraînement soutenu, un grand effort prolongé, qu'on n'est pas suffisamment entraîné, suffisamment préparé, on peut théoriquement emmener un dommage temporaire au cœur. Maintenant, sans vouloir faire peur à personne, on sait que l'exercice réduit de moitié les événements cardiovasculaires sur une vie, mais au moment où on fait l'exercice, on est statistiquement plus à risque.
Et puis, il faut arrêter de penser en termes de tout est blanc ou tout est noir. On est capable de se faire du mal de n'importe quelle façon. Et on a un prix à payer pour être en meilleure santé pour l'ensemble de nos jours. Et au moment où on fait cet exercice vigoureux-là, on se posait la question, en fait, notre risque a été calculé par des épidémiologistes et ce risque-là augmente par un facteur de 7 temporairement. Un de nos collègues à l'Institut de cardiologie de Montréal a fait l'étude chez des souris et il entraînait des souris équivalents des marathoniens, il réalisait qu'il y avait des petits changements au niveau des fibres du muscle cardiaque et il y avait une propensité à faire plus d'arythmies malignes qui amènent la mort subite. Donc, si on met tout ça ensemble, il n'y a jamais une seule étude qui va vous donner toute la genèse ensemble, qui va tout nous expliquer. Si on met ces 3 éléments-là ensemble, on s'explique que quelqu'un qui est mal préparé pour son exercice soutenu, mais qui pousse le fameux, en anglais, weekend warrior, qui ne s'est pas bien entraîné pour le marathon, mais qui se lève dimanche matin, puis son petit est au fil d'arrivée, donc il veut absolument pousser, mais qui ne s'est pas bien entraîné, il se met potentiellement à risque. Donc, notre message à ces gens-là, c'est que vous faites de l'exercice pour vous mettre et vous maintenir en santé. Si vous le faites également par plaisir, c'est une bonne chose, évidemment. Mais si vous poussez en vous disant l'exercice, c'est bon envers et contre tous, vous pouvez vous mettre à risque. Il faut le faire intelligemment, comme le reste. Bien, j'espère que ceci a été utile et agréable pour vous. Je tiens à remercier, je pense qu'on peut tous applaudir nos 3 experts qui ont su partager leur savoir, leur passion, puis je vous dirais leur engagement dans ce qu'ils font. Merci énormément.